Sébastien Richard est neurologue cardiovasculaire responsable de l'unité neurovasculaire du CHRU de Nancy. Si, monsieur le professeur, nous avons fait le choix de vous écouter maintenant, c'est parce que vous êtes ce soir bien occupé. Et merci de votre disponibilité une nouvelle fois, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, il y a une faute de frappe, c'est pas neurologue cardiovasculaire, c'est neurovasculaire. On a trop tendance à nous dire qu'on va faire la même chose que les cardiologues, et comme vous a montré en fait Benjamin, pas du tout. Et comme je vous ai montré sur des vidéos hier, quand on débouche des coronaires, on met un stent qui reste en place. Benjamin, il ne fait pas du tout la même chose, il vous a montré. Il enrobe l'embole et il retire en fait l'embole avec le stent. Il n'écrase rien, voilà. Alors que le cardiologue écrase. Mais nous, on ne sait pas écraser. Donc, chacun son métier. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est deux spécialités différentes. Et aujourd'hui, quand on voit la thrombectomie, on se rend compte qu'il faut des gens comme Benjamin. Il faut former des radio-interventionnels et que ça ne peut pas se faire par d'autres spécialités, je pense. Voilà. Alors, on a bouleversé un petit peu l'après-midi pour deux raisons. C'est-à-dire que, désolé, on vous fait attendre un peu pour la pause, mais on commence à être beaucoup attendu par nos équipes à Nancy, les gentils collègues qui nous prennent l'astreinte, mais ce soir, on n'y coupera pas. Il va falloir qu'on aille... on retourne travailler pendant qu'on a pris du très bon temps avec vous à Charleville. Voilà. Sinon, on va se faire engueuler. Première chose. Deuxième chose, la personne qui fait la e-santé ne peut pas venir. Donc, je vais mixer la présentation qu'il y avait sur la e-santé avec ma présentation, qui est un bon exemple. Après la pause, vous aurez un autre exemple de télé-AVC qui est un peu différent, qui est celui de Strasbourg, Valérie Wolf, et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez sur la e-santé et sur le télé-AVC. Alors la e-santé, pose toujours problème, surtout qu'il n'y a pas très longtemps, le directeur de l'hôpital de Nancy, le DG, m'appelle, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit, Monsieur Richard, ce serait bien que vous soyez le responsable de l'intelligence artificielle sur le CHU. Je dis, monsieur le directeur, je ne sais même pas ce que c'est. Voilà. Et j'ai commencé à avoir tellement de casquettes que je les oublie. Il me dit, mais si, vous faites de la télémédecine. Mais je lui fais de la télémédecine, ça n'a rien à voir avec de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous appelez de l'intelligence artificielle ? En fait, si on prend le terme intelligence artificielle ou e-santé, ce que vous voulez, ça a plein d'éléments. Ça voudrait dire que vous prenez quelque chose, vous prenez un système qui remplace votre intelligence et qui va prendre des décisions à votre place. Alors ça existe en diagnostic, c'est-à-dire que vous rentrez les caractéristiques d'un patient et puis sur un algorithme, on va vous dire en effet ça peut être tel ou tel ou tel diagnostic. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, la e-santé, c'est pas de l'intelligence artificielle. Ça peut se développer, mais en tout cas, on ne l'utilise pas et en fait, on ne l'utilise pas en neurologie. Tout ce qui est fait, et moi c'est pour ça que je préfère le terme de santé numérique, dire que vous allez utiliser tous les moyens de communication, tous les moyens informatiques, mais qui vont favoriser l'intelligence du neurologue, du neuroradio-interventionnel, du médecin, de l'urgentiste, voilà, c'est-à-dire pour avoir accès plus facilement par des moyens de communication et plus vite aux patients et aux professionnels de santé. C'est un moyen d'union des professionnels de santé. Mais vous verrez, dans les deux systèmes de télémédecine, de télé-AVC qu'on va vous présenter, la chose qui a primé, c'est l'entente entre les professionnels. L'information et l'entente entre les professionnels. Le e-santé n'est que le lien que vous avez entre les deux. À la maison, quand vous discutez avec votre cousin à Montréal par Skype, vous faites de la e-famille. Voilà. Ou de la e-amitié si c'est votre pote. Voilà. C'est pareil. Nous, en utilisant des moyens numériques, eh bien voilà. Alors ça pose d'autres problèmes en médecine, notamment des problèmes de confidentialité auxquels il faut répondre, des problèmes financiers également. Est-ce qu'on peut demander à ce qu'un hôpital soit payé un prix quand il fait une téléconsultation, une téléexpertise? Est-ce que l'hôpital en face a les moyens également de payer? Tout ça doit être réglé. Mais voilà, moi, ce que j'appelle la santé
numérique. Alors, je vais vous en montrer un exemple. Vous voyez que l'exemple que je vais vous présenter va être assez différent de Benjamin, et pourtant on travaille ensemble. Benjamin, il travaille sur un pan du neurovasculaire où il vous a montré la thrombectomie. Alors que moi, il vous incite à lui amener les patients très très rapidement. Moi, je vais vous inciter à pas trop les amener rapidement, mais par contre à me les montrer rapidement pour prendre une décision. Est-ce que ces deux visions peuvent cohabiter ? Croyez-moi, heureusement qu'il y a 2 étages entre nos bureaux, parce que parfois, ça frite, mais toujours gentiment. Alors, en effet, je vous avais dit hier, le mieux, ce serait d'essayer de téléporter les patients. On va très vite passer, ça ne marche pas, ça amène à des catastrophes pour ceux qui connaissent le cinéma. Donc, Benjamin vous a dit, plus dans un infarctus cérébral, vous avez la zone de nécrose où c'est nécrosé, il y a un débit sanguin qui fait que ça ne fonctionne plus, et puis vous avez une zone autour qu'on appelle la pénombre. Le débit sanguin est encore là, qui fait que les neurones sont en sursis, sont dans le coma, en fait. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'activité électrique. Donc, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de parole, ou il n'y a plus de vision. Mais que si vous rétablissez le flux sanguin dans cette partie, eh bien, vous avez des chances de récupération. Par contre, si vous attendez trop, c'était le schéma ce matin, voilà ce qui se passe. Et puis, voilà. Donc, chaque minute, c'est ça, les 2 millions de neurones en moins. Vous savez, du quiz hier soir, pour ceux qui ont assisté, c'est ça. Le but, c'est de déboucher au plus vite pour que la zone de nécrose soit la plus petite possible. On va se rendre compte que ce n'est pas si simple que ça, qu'il y a le temps, mais qu'aujourd'hui, on explose le temps. Et que certainement, les patients ont des caractéristiques qui font que certains, malheureusement, qui s'écrouvent devant vous, vont déjà avoir une zone rouge énorme. Et puis certains, ils résistent, ils ont un super ange gardien, ils gardent une zone rouge toute petite, mais ça ne va pas durer plusieurs jours, il va falloir y aller. Tel point qu'on est allé déboucher des patients très tard, et c'est pour ça que les études Diffuse 3 et Dorn, dont vous a parlé Benjamin, sont extrêmement intéressantes, qui montrent qu'aujourd'hui, on ne va plus traiter les patients en fonction du temps, on va les traiter en fonction des caractéristiques de l'imagerie. Plus vous attendez et plus vous risquez d'avoir une zone d'ischémie qui va en plus se mettre à saigner. Donc, vous voyez, ça complique encore plus les traitements. Ça, on vous l'a montré. Et le traitement actuel, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on vous l'a bien dit, quand il y a un gros vaisseau à déboucher, 2 traitements doivent coexister. Le premier, c'est la thrombolyse intraveineuse. Vous allez injecter donc du lactylise, des stops dans une canalisation, voilà, pour tenter de déboucher. Mais on sait maintenant que sur les gros troncs, malheureusement, ça ne marche à peu près que dans 1/3 des cas, et dans des troncs comme la carotide, ça ne marche pas. Ça ne recanalise pas. Voilà. Moi, j'en ai eu un encore l'autre jour. J'ai préféré ne rien faire parce qu'il y avait un risque de transformation hémorragique, et par contre d'aller directement en thrombectomie. Donc tu vois, Benjamin, je suis bon joueur, moi. On ne peut pas en dire autant, en plus il ne m'écoute pas. Voilà, donc normalement, c'est ces 2 traitements qui doivent cohabiter. Voilà, plus vous recanalisez tard, et moins les bénéfices seront bons. Alors, je vous ai dit, ça c'était fin des années 90, début des années 2000, on avait le droit de thromboliser uniquement dans des unités neurovasculaires. Si vous regardez ma région, qui n'était pas différente à ce moment-là de Charleville, voilà, vous aviez une UNV à Nancy, une à Metz, une à Forbach, et puis c'est tout. Donc quand vous habitiez là, quand vous habitiez là ou là, il fallait une bonne assurance vie. Parce que le temps de venir, eh bien, vous avez une perte de temps importante. Et suite, en fait, à des accords entre les hôpitaux, une expérience qui a été faite au départ à Bar-le-Duc, eh bien, voilà comment on a maillé la région, qui a permis d'être à 30 minutes d'un centre de thrombolyse, parce que la loi a changé et a dit que si un service d'urgence a une vidéoconsultation, une IRM, qu'elle transfère les images d'IRM à un centre, une UNV, et qu'il y a l'accord du neurologue pour thromboliser, et que vous avez formé, mais ça fait beaucoup de haies, les infirmières et les aides-soignantes à thromboliser, il n'y a pas de problème, vous êtes légalement dans les clous et vous faites des choses sécures. Voilà.
Donc, 2 conditions, l'examen clinique et l'imagerie. Premièrement, du côté du centre, du centre qui va répondre à la question. Il a fallu former les gens. Et chez nous, ça n'a pas... il a fallu former surtout les gens, les urgentistes, pour du côté des services d'urgence. Il a fallu former donc les urgentistes, les infirmières, les aides-soignantes. Encore une fois, quand je dis les urgentistes, c'est pas facile pour eux. Là, moi, aujourd'hui, je vous parle AVC, j'en fais toute la journée. Voilà. Et toute la nuit, même très souvent. Donc pour moi, c'est assez simple. Les urgentistes, ils doivent être au point sur des protocoles qui en plus évoluent les uns derrière les autres pour X pathologies en permanence. Et s'ils oublient le moindre truc, ils se font tuer par le spécialiste. C'est une spécialité qui est très dure, très très dure. Donc voilà. Et nous, ils ont tous dit oui pour venir se former à la faculté de médecine. Alors on a publié, ça c'est un mannequin en plastique. C'est un mannequin en plastique qui a une hémiplégie gauche. Voilà. Et ils doivent en fait le prendre en charge et ils l'interrogent, ils voient qu'il ne voit rien à gauche, qu'il ne sent rien du côté gauche. Et voilà. En plus, il est sous traitement anticoagulant, la tension est très élevée. Il y a tout ce qu'il faut pour vous emmerder pour faire une thrombolyse intraveineuse. Voilà. Donc, alors c'est un faux, voilà. Donc ils sont en train d'examiner le patient, ils se prennent au jeu et voilà, ils vont le regarder, ils vont regarder l'électrocardiogramme, ils vont regarder une IRM cérébrale et ils vont poser une indication de thrombolyse et thrombolyser le patient. En gros, la simulation, c'est jamais en premier sur un vrai patient. Voilà. Et en plus, ça permet ce système de se rencontrer. Et maintenant, quand on se connecte, c'est « Bonjour Sébastien ». Voilà. Enfin, bref, ça se passe bien. Voilà. Donc, ça a permis de former les gens. C'est publié, c'est en accès libre. Tous les centres de simulation qui veulent s'en servir, voilà. Même on peut, sur des centres qui voudraient se former, on peut organiser à Nancy, c'est tout à fait possible. Alors, l'imagerie, on a préféré, nous, avoir l'IRM en priorité. L'IRM, elle a cette précision qui fait que même un neurologue, sans son radiologue, il peut déjà faire un premier diagnostic et lancer le traitement le plus rapidement possible. Le scanner, maintenant, on fait des scanners de perfusion, des choses très bien, mais là, il y a besoin d'analyses qui sont plus longues, si vous voulez. Une IRM, on arrive maintenant à des médecins à apprendre à interpréter une IRM vasculaire en 5 minutes. Je le fais parfois, c'est le défi, mais c'est tout à fait possible. Donc c'est vraiment assez facile à interpréter. En plus, au niveau recherche, c'est très intéressant. Et puis, du côté de chez nous, du côté de Nancy, pour la réponse, alors, on est assez critiqué là-dessus, mais c'est vrai que quand on a mis en place la télémédecine, mes collègues me disaient « Oh là là, qu'est-ce que c'est encore que ça ? Qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, déjà que tu nous envoies des patients de plus en plus âgés, plus en plus jeunes, que la thrombolyse, on en fait de plus en plus, nous, on ne suit plus. Et également, les urgentistes nous disaient, mais enfin, les indications, ça dépend qui est de garde. Voilà. Alors, ça a été un parti pris chez nous. Aussi, on nous disait ce serait bien le week-end que les neurovasculaires, donc ceux qui travaillent en UNV, quand c'est pas un de vous qui est de garde, que vous gardiez quand même votre téléphone dans la poche et ouvert. Voilà. Nous, on a préféré, et c'est vrai que ça se passe bien, d'avoir une astreinte dédiée. C'est la seule en France. Voilà. Et une astreinte neurovasculaire, en plus de la garde. Voilà. Les 5 courageux qui sont au-dessus, avec le petit jeune là qui s'en va. Donc on va se retrouver à 4 dans pas longtemps. Donc on est d'astreinte 1 jour sur 4 et on répond aux télémédecines. Voilà. On a des ordinateurs à la maison qui nous permettent de faire. Mais pour vous montrer que je réponds encore à la question d'hier, la télémédecine, c'est fait pour remplacer les médecins? Non. Voyez, non. Ça met encore une astreinte supplémentaire, ça fait tourner des IRM dans des hôpitaux qui ne faisaient pas tourner leur IRM en H24, tout ça pour soigner les patients le plus rapidement possible. Et puis bien sûr, quand il y a une occlusion de gros vaisseaux, je prends plaisir à réveiller le professeur Gori pour qu'il complète les choses.
Voilà, là par contre, si on pouvait éviter de le montrer en vidéo, de resserrer. Voilà, quand je me connecte, voilà ce que je vois. Je peux faire des zooms, voir, et je discute avec mon collègue, et je vois très bien là qu'il y a une paralysie faciale. Là, la paralysie faciale, elle n'est pas isolée, hein. Il y a d'autres choses. Il y a le bras qui est atteint. Il y a également la parole qui est atteinte chez ce patient. Voilà. On va passer et je peux faire des zooms, je peux discuter avec lui avant qu'il parte à l'IRM. Alors tout ça, est-ce que ça marche aussi bien de thromboliser un patient quand on le fait à distance que quand on le fait à la maison? Eh bien, on a regardé, on a fait une étude entre la Meuse et puis Nancy. Aucune différence sur le pronostic et sur les complications. Ça marche aussi bien par télé-AVC que si le patient qui est autour de Nancy est admis à Nancy. Et par contre, vous montrez, il y a des études qui ont été faites où les patients n'avaient pas de télémédecine et venaient de très loin sur le centre de thrombolyse. Eh bien ça, il y a un bénéfice même carrément de la télémédecine, c'est montré dans la littérature. Donc vraiment, aujourd'hui, dans les recommandations, le fait de faire du télé-AVC, c'est hautement recommandé. On a mis en place un système économique parce que vous savez qu'un patient qui passe aux urgences, ça rapporte au centre hospitalier 30 €. Voilà. Quand vous thrombolisez un patient, ça coûte 1 500 €. Déjà. Le prix d'une IRM, 300, 500 €. Voilà. Quand on dit que nos hôpitaux sont déficitaires, il faudrait peut-être revoir ça. Quand même. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand on thrombolise un patient, on rembourse la thrombolyse. On dit que le fait d'accueillir après le patient en soins intensifs à Nancy nous permet de toucher à un prix de séjour suffisant pour rembourser la thrombolyse. C'est ce qu'on a fait, mais on n'a pas eu trop de problèmes de conditions avec les urgentistes. Ça, les administrations, c'est vrai que ça les a rassurés. Mais c'est des choses sur lesquelles il faut discuter. Puis Benjamin m'a déjà grillé avec cette diapo. On est donc la Lorraine, on a également eu Vitry-le-François, sauf qu'il n'a pas les derniers chiffres. Ça représente la moitié de notre activité de thrombolyse. C'est-à-dire qu'on a fait 320 expertises l'année dernière, donc on a encore monté, c'est 88 thrombolyses réalisées. Voilà, ma collègue, elle va parler de son expérience également du télé-AVC en Alsace, vous verrez, qui est différent, voilà, et tout aussi passionnant. Et ce matin, j'ai entendu donc le docteur Braun dire « mais ce serait bien qu'on voit les patients dès l'arrivée ». Alors, j'ai rien dit, mais je dirais « mais ce serait bien que le neurologue le voie ». Parce que là, le neurologue, lui, il est capable de vous dire... Alors, un neurologue n'est pas capable de vous dire si c'est ischémique ou hémorragique. Par contre, il peut vous dire, si c'est ischémique, c'est un gros tronc. Il faut arriver à convaincre les gens qui sont sur le lieu de l'accident, les pompiers, les ambulanciers, de nous montrer les patients. Voilà. Ça, je pense que c'est la prochaine étape. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut équiper les ambulances. Il faut mettre un peu plus de monde dans les UNV pour qu'on puisse le faire. Et croyez-moi que si on fait ça, nous, on sera capable de dire c'est un gros tronc, il faut l'amener directement sur le centre de thrombectomie. Ou ça, non, ça peut être une thrombolyse intraveineuse. Donc, en image, donc si on peut resserrer sur moi, mais voyez, ça, c'est une patiente qui a été thrombolisée. Alors, on n'a pas le son, mais vous voyez que ça se passe plutôt pas mal. C'est une consultation post-AVC. Voilà. Et puis vous voyez également qu'on traite les patients à tout âge. Voilà, elle va marcher tout à fait bien. C'est bête, vous auriez eu son bel accent de Sarrebourg. Voilà, ça va bien. Voilà, alors le problème maintenant, ce que vous a décrit Benjamin, c'est est-ce que avec l'ère de la thrombectomie, il faut amener tout le monde sur le centre de thrombectomie. Ben, si c'est ça, les caméras de télé-AVC, ça va devenir des porte-manteaux. Parce qu'on ne les amènera plus, les patients déficitaires, sur des centres de thrombolyse. Voilà, on fera tout, on va tous les amener pour les évaluer, donc chez nous, à Nancy. Bon, d'accord. Alors, il faudra informer aussi les gens qui font de l'UNV de périphérie. Donc, en gros, est-ce qu'il faut ouvrir une UNV à Charleville ? Pas sûr. Ça saute aussi les autres UNV qui n'ont pas de plateau de thrombectomie. Puis un plateau de thrombectomie, croyez-moi, vous n'en mettrez pas partout. Voilà. Et puis, il faudra faire ça. Il faut que tout le monde vienne.
bon, ce soir, on a intérêt à rentrer pas trop tard. Voilà. Et d'autre part, ce que je veux dire, c'est attention. Il y a des patients qui répondent très bien à la thrombolyse intraveineuse. Les thrombus distaux qui font des gros dégâts aux patients répondent très très bien à la thrombolyse intraveineuse. Valérie va pouvoir vous le dire, il y a des caillots, on sait très bien, je vous ai dit tout à l'heure, on sait que la thrombolyse intraveineuse ne va pas marcher sur des carotides, sur des emboles distaux avec des patients hémiplégiques, on sait que ça va faire un coup de destop formidable et ça va très bien marcher. Que par contre, la thrombectomie là-dessus peut être plus risquée. Donc, à mon avis, il faut aller encore une fois vers une sélection des patients et il faut réussir à faire cohabiter tout ça. On a fait une étude, nous, à Nancy, où on a regardé pour les gens qui étaient admis pour une occlusion de gros tronc directement à Nancy, mais parce qu'ils habitaient le pourtour de Nancy, versus ceux qui sont passés par un centre de thrombolyse et venus chez nous, ils n'ont pas la même stratégie de reperfusion. C'est-à-dire que, bien sûr, ceux qui sont sur le pourtour de Nancy, ils ont plus de thrombectomie. Ceux qui sont admis, par contre, dans les centres de thrombolyse, ils ont plus de thrombolyse et ils ont une thrombectomie plus tardive. Mais au total, vous avez deux stratégies différentes qui amènent au même résultat. Il n'y a pas de différence. Voilà. Je dirais que la stratégie, elle va dépendre vraiment de la clinique de départ, essayer d'identifier des sous-groupes de patients pour lesquels on va pouvoir avoir une stratégie de commencer par la thrombectomie, et puis également de où le patient habite. Et qu'on ne pourra pas mettre des centres de thrombectomie tout seul, et que certains patients, la stratégie de commencer par la thrombolyse intraveineuse et de retarder un peu la thrombectomie, à mon avis, reste la meilleure. Mais on ne pourra pas faire tout le monde, on ne pourra pas faire soit ce qu'on dit du drip and ship, c'est-à-dire faire passer tout le monde vers la thrombolyse intraveineuse en premier et tout le monde vers la thrombectomie en premier. C'est notre travail maintenant de recherche, de dire qui doit avoir le meilleur traitement de fonction de qui il est et où il est. Voilà, je pense que c'est ça l'avenir. Voilà, donc on va répondre, je pense, à cette question, mais il faudra faire des bons sous-groupes de patients. Ça, c'est une dame, on n'a pas de son, elle va vous dire « Je ne parlais plus le lundi, j'ai été amenée à Saint-Dié, c'est dans les Vosges, et j'ai été vue par vidéomédecine. J'ai reçu un produit pour déboucher avec une perfusion à Saint-Dié, et je suis sortie le mercredi sans séquelles. » Voilà. Est-ce que cette patiente, fallait l'amener directement à Nancy pour une thrombectomie ? Je ne pense pas. Voilà, et cette conclusion, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez très bien que là-dessus, on n'a pas parlé technique, on n'a pas parlé bande passante, on n'a pas parlé de 1080p, 360p, on n'a pas parlé de transfert, on n'a pas parlé de fibre optique, on a parlé de gens qui travaillent ensemble pour le bien du patient et par la suite. On va devoir vous quitter avec Benjamin. On a passé 2 jours excellents. Pour ma part, j'ai appris beaucoup plus que ce que, à mon avis, j'ai pu communiquer, vraiment avec des communications très importantes. J'ai pu en témoigner tout à l'heure. Donc, je vous remercie vraiment pour l'enseignement qui m'a été donné pendant ces 2 jours. Et je vous remercie beaucoup pour vos témoignages, les témoignages d'encouragement que vous avez fait à nous en tant que soignants. Donc, voilà, on va continuer comme ça. Merci beaucoup.